Bonjour, je m'appelle Gabrielle Peutt et je suis ici à Londres, Westminster. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Monsieur Jeremy Corbyn, qui est député du Parti travailliste. Bonjour Jeremy, merci d'être avec nous parce que j'imagine que vous êtes très occupé. Bienvenue, content de te voir ici. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, croyez-moi. Alors, pour les gens qui nous écoutent, Jeremy, vous êtes membre du Parlement anglais depuis 1983, ça fait 32 ans. Alors, si je devais faire la liste de tout ce que vous avez fait, de tous les rôles clés que vous avez joués dans votre politique, votre carrière politique, on en aurait pour la journée, donc on va juste en mentionner quelques-uns. Vous étiez le président national de la coalition anti-guerre. Je le suis toujours. Vous êtes vice-président de la campagne nationale pour le désarmement nucléaire et vous êtes président de son groupe parlementaire à Westminster. Vous avez aussi été très actif dans la défense des droits de l'homme et vous avez montré un intérêt tout particulier dans la cause des nations d'Amérique latine. En tant que vice-président de votre groupe parlementaire pour l'Amérique latine. Vous avez été secrétaire de votre groupe parlementaire pour le Mexique, secrétaire de votre groupe transpartite parlementaire pour le Venezuela et aussi un membre du groupe transpartite pour le Brésil, les Caraïbes, Cuba et la République dominicaine. Et bien sûr, vous avez aussi fait campagne pour défendre l'Argentine contre les fonds vautours prédateurs qui ont essayé de détruire ce pays. Alors, justement, parce que vous avez été très impliqué dans ces groupes, vous devez connaître le sommet des BRICS qui a eu lieu en juillet 2014 au Brésil et qui a inauguré une extraordinaire montée en puissance des BRICS au niveau mondial. Alors, comment vous voyez spécifiquement l'impact de cela en Amérique latine ? Je pense que c'est fascinant de regarder au processus en Amérique latine. J'ai été et je suis toujours très engagé en Amérique latine depuis que je suis allé là-bas, alors que je n'avais encore que 19 ans. J'avais 19 ans dans les années 60. À l'époque, j'ai travaillé pour les Caraïbes en tant qu'ouvrier, jeune et professeur. Et ensuite, je suis passé des Caraïbes à l'Amérique latine, où j'ai pu parcourir l'ensemble du continent, par moi-même. Et c'était un temps fascinant. C'était un temps des gouvernements militaires, de domination américaine sur l'ensemble du continent, de domination très brutale. Et c'était juste avant que le président Allende soit élu au Chili et 3 ans avant qu'il soit assassiné. Donc une période très intéressante. Si on regarde depuis lors, l'Amérique latine est un endroit totalement différent, où il y a une plus grande division entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, au niveau continental, il y a moins de contrôle américain sur les économies, sur la politique et même sur les milieux militaires de l'Amérique latine dans son ensemble qu'il y avait par le passé. Il y a même un gros débat politique aujourd'hui si on parle largement, entre les pays du pacte de l'ALBA, Cuba, Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, et ceux plus pro-américains, comme le Pérou. Et d'une certaine manière aussi le Brésil, même si ça va et ça vient, et un pays totalement contrôlé par les États-Unis, le Mexique. Donc où il y a des abus des droits de l'homme continus, massifs, une centaine de milliers de personnes ont disparu ou ont été tuées, comme le cas des 43 étudiants qui ont disparu d'Ayotzinapa il y a quelque temps, mais qui n'était qu'un exemple de combien la situation est mauvaise. Et ce n'est qu'une petite partie de toute l'histoire. Et il y a 2 semaines, nous avons eu la visite du président Peña Nieto du Mexique en Grande-Bretagne, faisant l'éloge de la vertu de l'économie de marché, brader les ressources naturelles ou l'exploitation de nos ressources naturelles par les compagnies britanniques, la libéralisation de l'économie mexicaine en ligne avec le NAFTA. Donc on voit qu'il y a une relation économique entre les États-Unis, le Canada et le Mexique qui est très 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 dommageable pour les intérêts des petits agriculteurs, de la classe ouvrière au Mexique, sans bien sûr mentionner tous ceux qui vivent d'une existence marginale.
Le Mexique ne fait pas partie des BRICS, du processus en tant que tel. Il n'y a pas de grosses implications de la Chine au Mexique aujourd'hui, mais pas autant que dans les autres pays. En Amérique centrale, c'est différent, il y a beaucoup d'implications chinoises. Ils sont financés la possibilité de faire un nouveau canal au Nicaragua, financer beaucoup de choses au Costa Rica. Et si on va plus au sud encore, on voit ce qu'il y a avec le gouvernement du Venezuela qui est sous la pression de la droite pour créer des problèmes, des pénuries, des difficultés pour le gouvernement. Mais plus intéressant, les pays du pacte de l'ALBA travaillent à la promotion du commerce et à la réduction du fossé entre les riches et les pauvres et améliorer la vie des jeunes les plus pauvres. Et ça, c'est une très bonne chose. Le processus des BRICS est essentiellement une alliance, comme vous le savez, de la Russie, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le continent dans son ensemble? Je pense, moi, que dans le long terme, cela veut dire de plus grands investissements de la Chine à travers toute l'Amérique du Sud et de plus grands échanges avec la Chine. Parce que la possibilité d'augmentation du commerce entre l'Amérique latine et l'Afrique du Sud est relativement limitée, puisque de manière générale, ils produisent le même type de production. Donc c'est la Chine qui est le gros consommateur de ressources naturelles, et l'Amérique latine qui est le gros consommateur justement de produits industriels et autres. Et je vois le développement de cette manière. Alors je pense que concernant ces choses avec la Chine, et bien sûr avec ces rapports commerciaux avec le Brésil, il y a la question de l'avantage de l'autre. Et bien sûr, il y a la consommation des biens manufacturés qui viennent de Chine. Mais justement, je pense que les BRICS voient ça comme un échange collaboratif. Et c'est un changement de paradigme culturel pour le monde. Est-ce que vous voyez ça dans ce contexte? Oui, c'est très intéressant comme processus historique de tendance qui s'inverse en fait. Souvent, nous pensons l'histoire à trop court terme, en fait. On pense les 50 dernières années, les 100 ou des fois un petit peu plus long. Mais essentiellement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une période où il y avait eu la domination culturelle et économique de l'Europe sur la planète. Avec l'expansion européenne qui a eu lieu principalement au XVIIIe et XIXe siècle. Mais ça a commencé, et principalement à l'époque, avec le relatif déclin de la Chine, qui avait été extrêmement puissante au XVe et XVIe siècle, et qui a atteint son point le plus bas au moment du XIXe siècle, où elle a été virtuellement colonisée par les Européens. Donc, ce qu'on voit, c'est une réaffirmation historique du rôle de la Chine dans le monde. Et à cause de la technologie, les communications et tout ça, cela va très vite. Donc, ça va être un siècle extrêmement intéressant dans lequel nous entrons et les gens vont devoir reconnaître à nouveau la puissance économique de la Chine. Et leur modèle économique a été très malin, puisqu'ils ont une économie relativement fermée et contrôlée, ils ont un taux de change fixe, ils peuvent dévaluer leur propre monnaie et aspirer des dollars, même en quantité plus importante que les États-Unis eux-mêmes, donc c'est très malin. La situation politique globale est extrêmement fragile. Et bien sûr, vous vous êtes opposé à la guerre en Irak en 2003. Et bien sûr, en 2006, vous étiez l'un des 6 membres du Parti travailliste parlementaire à relancer l'appel du Parti du Pays de Galles, Plaid Cymru, et bien sûr du Parti national écossais pour une enquête sur la guerre en Irak, qui, entre autres choses, a mené aux appels pour la destitution de Tony Blair pour avoir menti outrageusement afin de commencer cette guerre. Alors, maintenant, à nouveau, nous avons une escalade constante des troupes de l'OTAN et des manœuvres en Europe de l'Est et bien sûr en Ukraine. Vous avez ce gros coup d'État qui a eu lieu en Ukraine avec les factions d'extrême droite. Et bien sûr, vous avez la Russie qui a été présentée comme l'agresseur sur tout l'ensemble du processus ukrainien et qui a été accusé de tous les maux. Donc, on est potentiellement au bord d'une crise thermonucléaire.
Vous avez parlé très fort contre l'escalade et vous avez dit que l'OTAN devait être dissous. Mais à quel degré ce danger de guerre est entendu actuellement au Royaume-Uni? Quelles actions ont été prises contre cela? Et comment vous voyez l'alternative de paix par le développement, tel que Paul VI l'avait posé? Et réellement, c'est incarné par le processus des BRICS. Cette idée est incarnée de paix par le développement économique, comme quelque chose qui s'oppose à ce qui est en train d'être mis en place par le Royaume-Uni et les États-Unis maintenant. Un certain nombre de choses. Là. Cet aspect des BRICS, du développement, est une bonne chose parce que c'est une vision stratégique, alternative du monde qui n'inclut pas les États-Unis et l'Europe. Et donc c'est culturellement, historiquement très très important. Et cette partie du processus des BRICS, je l'applaudis. Mais ce qui me concerne est le niveau de l'exploitation des ressources naturelles qui va avec ce type de développement, qui ne sera pas un jeu à somme nulle. Sur la question de la paix globale, je pense qu'il y a deux dates significatives, 1989 et 2001. 1989, la chute du mur de Berlin, l'effondrement du Comecom, l'effondrement du pacte de Varsovie, l'effondrement de l'Union soviétique, et la période de privatisation de masse et de libéralisation de la Russie, et une période de corruption très profonde en Russie, pour laquelle elle paye encore le prix aujourd'hui. 1989-1990, avec l'effondrement du pacte de Varsovie, devrait être le moment pour la vision de Gorbatchev d'une Europe commune, qui aurait dû être aussi le temps, justement, pour une Europe organisée autour de la coopération et de la sécurité. Et au lieu de ça, l'OTAN a paniqué, parce que l'OTAN est une organisation très puissante et qui est liée à l'Atlantique Nord, dont elle a son idéal, et c'est d'ailleurs, le nom vient de là, mais c'est aussi une association très importante de vendeurs d'armes, particulièrement des Américains et à un certain degré les Européens. Donc c'est une structure puissante qui s'auto-entretient. Ils ont paniqué en 1990 parce que, soudainement, toute leur raison d'être de s'opposer à l'Union soviétique avait disparu. En anglais, on dit « le renard a été tué ». En fait, il n'y avait plus rien à chasser. Et donc je me rappelle, dans les années 90, ces déjeuners stratégiques sans fin à laquelle j'étais parfois invité pour discuter des possibles menaces du futur. Et ils faisaient marcher des programmes informatiques pour découvrir d'où viendrait la prochaine menace. Donc ils cherchaient partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va justifier notre existence? Et je me rappelle d'un long rendez-vous que nous avions eu avec British Aerospace, comme ça s'appelait alors, ou BAE System aujourd'hui, sur le futur de l'industrie aérienne près de Londres. Et je disais, voilà, on devrait être content de laisser tomber toute cette industrie de l'armement et faire un processus de conversion de ces industries. Et ces gentlemen, puisque c'était tous des gentlemen à la BAE, on dit oui, on peut faire n'importe quoi. On n'est pas obligé de fabriquer des armes. On n'est pas obligé de faire des avions de chasse. On peut faire autre chose. On a besoin qu'on nous l'ordonne. On peut faire un processus de conversion de l'industrie. Mais ça n'est jamais arrivé. Jamais. L'OTAN a continué à regarder et à chercher pour des raisons stratégiques. Et au lieu d'utiliser l'opportunité des années 90 pour le désarmement, pour la détente, pour une conversion de l'industrie militaire et pour jouer un rôle plus positif en Europe et dans le monde, ce qui s'est passé à la place a été l'augmentation du pouvoir américain sur le monde. Et on a vu ça dès le début avec des gens comme J.C. Helms et d'autres aux États-Unis, de la Heritage Foundation, et ensuite le projet pour un nouveau siècle américain, et ensuite est arrivé 2001. Et Bush. S'il y avait bien un mauvais homme, au mauvais endroit, au mauvais temps, dans une occasion historique mauvaise, c'était bien le président George Bush en tant que président des États-Unis en septembre 2001.
Bon, évidemment, ce qui s'est passé était effroyable, l'attentat contre le World Trade Center et les morts qui s'en sont suivis. Et la réponse d'envahir l'Afghanistan, qui était bien évidemment un succès total. C'était pas très difficile pour l'Air Force américaine de bombarder et d'envahir l'Afghanistan. Mais c'est comme de la Russie avant eux, ou les Britanniques même encore avant, et tous ceux qui avaient essayé auparavant, ils n'ont pas pu contrôler le terrain, et les Britanniques et les Américains ont été forcés à se retirer du pays 14 ans plus tard, avec des milliers de morts, des milliards de dépensés dans la guerre dans toute la région. Ensuite l'Irak, la Libye, le Mali. On a eu des guerres après les guerres après les guerres. Et en 2006, on a eu le sommet de l'OTAN à Lisbonne, dans lequel ils se sont autoprogrammés à avoir un statut d'intervention extérieure, c'est-à-dire elle s'est donné un rôle global. Donc on a l'OTAN qui se développe à un niveau global, essentiellement protégeant les intérêts commerciaux occidentaux et se battant pour les ressources naturelles et les contrôler et vendre les armes. Et le schisme entre la perception de l'islam et la perception de la tradition chrétienne, romaine, occidentale, aujourd'hui est plus grande qu'elle ne l'a jamais été. Et la violence aujourd'hui est bien plus grande qu'elle ne l'a jamais été. Alors, vous avez combattu contre l'expansion récente des lois draconiennes de l'antiterrorisme au Royaume-Uni. Et dans une interview que vous avez donnée en décembre 2014, vous avez dit, et je cite, « De même que l'ISIS, ou l'État islamique, n'est pas arrivé de nulle part, il n'a pas émergé en peu de semaines. Ça s'est développé sur un temps long. Ça a été très bien armé, très bien équipé et très bien financé. Maintenant, vous avez continué sur cette même ligne en disant que cet argent avait circulé à travers les banques du monde, à travers les industries de l'armement. Et vous avez exprimé également que cet équipement, comme on le supposait, pourrait très bien venir des États du Golfe et de l'Arabie Saoudite. Et vous avez dit que, au-delà de la nécessité d'une utilisation des forces militaires contre ISIS, il fallait aussi exercer de manière concertée une pression pour exposer les sources de financement et les fournitures en armes, que c'était la clé. Est-ce que vous voulez développer davantage sur ce que vous aviez dit? L'État islamique est très bien financé, comme j'ai dit, des très grandes ressources et assez bien organisé. Et cela apparaît comme émanant justement de l'approvisionnement massif d'armes occidentales dans la région du Golfe. Pensez au nombre d'armes vendues qui sont allées en Arabie Saoudite, 2 milliards de dollars à travers le contrat Al-Yamama avec l'Arabie Saoudite. Une base britannique qui est en train d'être construite au Bahreïn, la première depuis des années et des années. Donc on a une expansion à l'Est et l'augmentation de la vente d'armes avec les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Qatar, dans toute la région. Et l'ISIS, justement, nous pousse à contrôler. Alors d'où vient tout cela? Ils viennent justement de la volonté délibérée d'avoir détruit l'armée irakienne après l'invasion. Ils viennent du flou, justement, dans l'approvisionnement en armes de l'Irak à ce moment-là, et jusqu'à un certain point, la réaffirmation de l'ancien régime bassiste en Irak, qui n'a pas été inclus dans le processus qui a suivi l'invasion. Donc, on doit examiner tout ça en détail. Et on doit aussi besoin d'examiner comment tout cela est financé, parce qu'ils vendent du pétrole, ça c'est clair. La monnaie, l'argent passe bien quelque part. Quelles banques occidentales aujourd'hui sont impliquées dans les transferts de cet argent? HSBC, rappelez-vous, a été attrapé en train de transférer des quantités astronomiques d'argent à travers le trafic de drogue au Mexique. Donc qui finance l'État islamique et où passe l'argent? Ça c'est important. Donc on doit mettre fin justement à l'approvisionnement en armes et en argent de l'État islamique. Mais également de faire en sorte que les gens en Irak ou en Syrie retrouvent un sens de sécurité dans leur vie, plutôt que d'être pris entre une guerre d'un côté dirigée par des obscurantistes de l'État islamique et de l'autre côté un gouvernement fantôme contrôlé par les États-Unis et l'Occident qui va vendre ses ressources pour pas cher. Donc vous n'êtes pas vraiment dans une situation très heureuse si vous êtes une pauvre personne vivant en Syrie ou en Irak aujourd'hui.
Mais sur la question plus large de l'Arabie saoudite et de ses implications, je pense que c'est une question très importante. Parce que l'implication britannique avec l'Arabie saoudite est très grande. Historiquement, le Foreign Office s'est totalement trompé. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de pétrole en Arabie saoudite, qu'il y en avait simplement dans les États du Golfe. Donc ils ont mis la main sur ce grand territoire qu'ils ont nommé l'Arabie saoudite, dirigé par la famille royale actuelle, qui plus tard ont découvert qu'il y avait du pétrole. Et c'était un peu tard pour les Britanniques. Et basiquement, le pétrole américain, les compagnies du pétrole américain ont tout raflé. Et aujourd'hui, British Petroleum a beaucoup plus de pouvoir en Iran qu'elle ne l'a en Arabie saoudite jusqu'à aujourd'hui. Et donc on a créé cette force puissante, très armée, qui fait des abus contre les droits de l'homme et tout le monde se tait. Toutes les critiques contre l'Arabie saoudite aujourd'hui ne sont pas publiques. Moi je me suis levé contre ces abus des droits de l'homme, au Parlement, aux Nations Unies, partout où j'ai pu m'exprimer. Et je leur ai dit, si vous croyez dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, regardez le nom, c'est universel, on ne peut pas se taire. Donc je pense qu'on doit être beaucoup plus affirmatif sur la question des droits de l'homme. Et honnêtement, tous les gouvernements, jusqu'à un certain degré, s'arrangent avec les droits de l'homme en fonction de leurs intérêts économiques et militaires. Et dans le cas de l'Occident, c'est extraordinaire. Mais dans le cas de l'Arabie saoudite, aujourd'hui, certains m'ont dit qu'il fallait apprécier la direction actuelle de l'Arabie saoudite, d'avoir une diplomatie tranquille, qui était beaucoup plus efficace que de faire beaucoup de bruit comme ça sur la scène internationale. Moi, je ne suis pas sûr du tout de ça. Je pense qu'on va promouvoir le changement en faisant beaucoup de bruit sur la question des droits de l'homme et de se lever pour les gens qui sont aujourd'hui mal traînés. Et c'est à ça que je consacre mon temps. Alors pour finir sur une note positive, parce que c'est interconnecté avec la crise qu'on voit au Moyen-Orient, en 2013, vous avez voté pour le Glass-Steagall. Et c'était une des raisons pour lesquelles nous sommes venus au Royaume-Uni. Parce que c'était une chose extraordinaire que ça arrive sur la scène de la Chambre des communes. Et un grand nombre de gens l'ont manqué dans le monde. Et je pense qu'un grand nombre l'ont manqué au Royaume-Uni. Alors, est-ce que vous voudriez dire quelque chose sur la nécessité du Glass-Steagall, qui est une chose qui est très importante aujourd'hui, qui va changer les choses? Glass-Steagall a ses origines aux États-Unis dans les années 30. La séparation des banques spéculatives, des banques de dépôt normales. Et ce type de processus qui a été vraiment une révolution aux États-Unis. 5000 banques s'étaient déjà effondrées depuis la crise de 29. Et quand Glass-Steagall a été mis en place pour séparer, cela a redonné un certain type de régulation pour protéger les dépôts dans les banques et redonner confiance aux gens pour réinvestir leur argent dans les banques. Et ils savaient que cet argent, les banques n'allaient pas se précipiter pour aller acheter des produits dérivés sur le cacao, le pétrole, le café à travers le monde à des taux super spéculatifs. Donc, mais la dérégulation systématique du système bancaire de l'Occident qui a suivi les années 80, ce qu'on appelait les Reaganomics, avec Thatcher qui a pris le contrôle, et ce qu'on a connu ici comme le Big Bang à la City de Londres, toute cette régulation qui ont été détruites. Et les banques ont été encouragées d'être spéculatives. C'est comme réinventer la bulle de la mer du Sud au XVIIIe siècle. Et cela a résulté dans beaucoup de pertes et beaucoup de misère pour beaucoup de gens. Et ce qu'avait fait Glass-Steagall, ça avait créé un environnement sécurisé pour les dépôts, pour que les gens puissent mettre leur argent et que tout soit OK, et qu'ils puissent même avoir un retour de leurs investissements avec des prises de risques relativement limitées contrairement aux banques spéculatives. Donc, on doit réguler l'économie par un contrôle public. Il doit y avoir une participation du public. Si on veut construire une maison pour les gens d'Islington, par exemple, aujourd'hui qui en ont désespérément besoin, on a besoin d'emprunter de l'argent quelque part. Donc soit on le fait comme en Angleterre, ça s'appelle le bureau des prêts publics, ou alors on emprunte l'argent sur les marchés privés financiers. Mais il faut avoir des investissements sécurisés. Si quelqu'un veut investir dans quelque chose de spéculatif, moi je ne veux pas que mon crédit immobilier soit mis à risque et que la banque soit fermée et qu'on me demande de rembourser le prêt. C'est un danger, c'est une question de propriété publique, de contrôle public, de comptabilité publique. Donc vous commencez avec le Glass-Steagall pour séparer les deux branches de la banque, pour avoir un système bancaire socialement responsable.
Nous avons aujourd'hui en Angleterre beaucoup de propriétés publiques que possède la Grande-Bretagne. Et ce gouvernement veut tous les vendre aussi vite que possible. Et je pense que non, on ne devrait pas faire ça, on devrait les convertir en fonds publics dans les banques et maintenir un contrôle public de très haut niveau et contrôler ce que les banques vont faire et leurs actions privilégiées et qu'elles ne puissent pas prendre de décisions majeures sans un contrôle des autorités publiques. Et ça, je pense que ça rendra l'économie beaucoup plus stable. Absolument, merci Jérémy. Merci à vous, merci beaucoup.